Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Dans le cadre de féminisation des boards, ô combien les hommes sont peu nombreux à essayer de pouvoir promouvoir la parité. Eh bien, c'est pourtant le cas de mon invité d'aujourd'hui. Il est diplômé d'HEC et du CEMC. Il est le fondateur de WeBoard, un cabinet de conseil en gouvernance spécialisé dans la création et la gestion de boards et comités stratégiques sur mesure pour aider les dirigeants à mieux traverser les situations critiques. Il a siégé comme administrateur indépendant et membre d'Advisory Board dans les secteurs de l'art et de la tech, expériences qui l'ont conduit à créer WeBoard. Et puis avant cela, il a passé près de 20 ans dans des fonctions internationales en stratégie, communication, chez WPP, Philips et Cartier aux États-Unis. Et en France, j'ai le grand plaisir de recevoir Bruno Kaufmann. Bonjour. Bonjour Gila. Bonjour Bruno. Alors justement, avant de commencer à nous expliquer pourquoi vous vous intéressez à aider les femmes à être dans les boards, peut-être un mot sur votre parcours pour nous expliquer un petit peu plus comment aujourd'hui vous vous situez en tant que partenaire de la montée en compétences des femmes dans les boards. C'est pas tant par le soutien finalement à la féminisation en tant que telle des boards que je suis entré que d'abord par la diversité. En fait, j'ai pris conscience que ce sont les questions de diversité qui étaient centrales pour nos activités, qui étaient centrales pour les entreprises, pour les prises de meilleures décisions. Moi-même, en fait, j'ai toujours baigné en fait dans un univers international et multiculturel. Je suis né à Strasbourg. J'ai grandi dans la capitale européenne. Avec toujours ce côté de croisement de cultures, de pays, de nationalités. Et c'est ce qui m'a toujours plu, en fait, finalement, c'est d'être confronté à des gens qui viennent d'autres univers, d'autres horizons. Donc c'est quelque chose qui me paraissait toujours naturel, que d'écouter des gens qui ont un regard différent du sien. Et c'est ce qui m'amène aussi à me poser des questions sur mes propres choix, mes prises de décision, en écoutant que d'autres gens ont des avis qui ont l'air convaincants, évidents, mais qui ne sont pas du tout les mêmes que les miens. Donc c'est d'abord par la diversité des parcours et des profils que je suis arrivé aux questions de féminisation dans les organes de décision et les organes de gouvernance. Dans les différentes entreprises dans lesquelles vous avez pu exercer un poste, est-ce que vous avez été frappé, je pense chez Philips ou Cartier, ou même chez WPP, par une volonté de féminisation, par une volonté de mise en place de quotas ? Ces parcours étaient pour certains... au moment des discussions sur les quotas dans les organes de gouvernance, mais effectivement quelque chose qui me frappait. Donc j'ai travaillé pendant quelques temps dans l'univers de la communication, qui est réputé pour être assez féminisé dans les employés. Mais au fur et à mesure que vous remontez l'échelle des responsabilités, c'est de plus en plus masculin à nouveau. Donc je crois qu'on est à 60-70% de femmes parmi les collaboratrices et collaborateurs des agences de communication, et on a une proportion exacte inverse dans les organes de direction. À l'exception, je suis en train de réfléchir, de l'agence où je travaillais, où c'était assez équilibré, en tout cas dans le COMEX. La question ne se posait pas tant que ça à l'époque, hormis justement ce genre de décalage entre les niveaux de hiérarchie et la féminisation différenciée que l'on pouvait observer. Et donc, du coup, vous n'avez jamais été, on va dire, témoin de situations où on se trouve dans une atmosphère uniquement masculine, et puis tout d'un coup, on se dit « Ah, il faut absolument qu'on mette une femme quelque part en termes de quotas », et donc de voir débarquer une femme comme ça, nulle part, mais à qui on ne donne aucune légitimité. Vous n'avez jamais pu voir ça dans le contexte des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé ? Non, mais ce que j'avais constaté avant de prendre cette conscience sur les enjeux évidemment de parité, c'était à nouveau sur celle de diversité. J'avais constaté également que dans les entreprises, en fait, il y avait une sorte de nationalisme qui aussi opérait,
chez Philips, globalement, qui est une entreprise internationale de très grande envergure. Au fur et à mesure qu'on remontait, et au niveau du board lui-même, c'était effectivement déjà assez masculin, c'est vrai, et avec quelques nationalités effectivement qui trustaient, il y avait une sorte de nationalisme quelque part un petit peu, en tout cas dans mon interprétation de la gouvernance. Et donc c'est là où je constatais qu'effectivement la diversité tendait à se réduire au niveau que l'on grimpait dans les responsabilités, et que les décisions parfois pouvaient être plus difficiles à comprendre vu de l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu un moment de prise de conscience, en fait ? Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur de cette volonté que vous avez de pouvoir passer dans une capacité de plus grande diversité pour l'entreprise ? Parce qu'en fait, c'est vrai que aujourd'hui, en tant qu'acteur du marché, vous prenez un très grand risque en tant qu'homme de pouvoir, vous présenter comme voulant être partenaire de tout ce qui va être mixité et égalité. Je vous dis ça en particulier par rapport à ce que le docteur Mukwege intitule la masculinité positive. On le voit dans tout le début de son ouvrage, La force des femmes, dans lequel il raconte la réaction de ses collaborateurs lorsqu'il décide de pouvoir se diriger vers la question de la gynécologie. En tant que médecin, ses collaborateurs lui disent « Mais finalement, qu'est-ce que tu en as à faire des femmes ? Enfin, pourquoi est-ce que tu te tournes vers ce genre de spécialité ? Est-ce que tu as des problèmes de couple ? Enfin, pourquoi est-ce que finalement tu t'intéresses tellement à quelque chose qui semble ne pas être ton intérêt direct ?» C'est une bonne question. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un moment de bascule précis qu'on puisse pointer du doigt. Je vous parlais de la diversité dans les parcours, dans les prises de décision. J'ai pu constater effectivement qu'en fait c'était les collectifs qui m'intéressaient énormément, et que les collectifs finalement fonctionnaient mieux lorsqu'il y avait des gens qui étaient différents les uns des autres. Ça, vous avez pu le constater ? Ça, j'ai pu le constater. Quand vous dites fonctionner mieux, est-ce que c'est en termes de communication, de relationnel, mais en termes aussi de rentabilité ? Oui, tout à fait. C'était en fait la performance finalement des groupes, et notamment aussi des boards, me semblait mieux fonctionner lorsqu'il y avait des gens qui avaient des regards différents. En fait, ce point-là, ça m'est venu en fait lors de lectures. Il y en a une qui s'appelle Rebel Ideas, qui est un livre anglais, je ne crois pas qu'il ait été traduit en français, sur justement les idées différentes qui permettent de faire avancer les choses, et le fait d'avoir des perspectives différentes. Et j'ai pu ensuite mieux comprendre cet aspect-là, notamment avec les questions des biais cognitifs. J'ai pris conscience, en fait, en lisant notamment les livres d'Olivier Sibony et Daniel Kahneman sur la problématique des biais cognitifs, qu'on en a tous, que vous, moi, tous les dirigeantes et les dirigeants ont des biais cognitifs, et qui la seule manière, finalement, de le compenser, c'est-à-dire que ça fait qu'on fait des erreurs, on prend des mauvaises décisions avec ces biais, et la seule manière de compenser ces biais, c'est de se confronter à des gens qui ont d'autres biais que les vôtres. Donc, en fait, j'ai pris conscience, notamment par ces lectures, mais ensuite en voyant dans la vraie vie, dans les entreprises, qu'en fait, on se trompe tous, et que pour éviter de se tromper, il faut avoir des gens qui se trompent différemment de nous. Et ça veut dire qu'il faut des gens qui pensent différemment de vous, qui ont d'autres parcours que vous, et donc dans un univers de l'entreprise qui est très masculinisé, ça veut dire avoir notamment des femmes, ça veut dire dans un univers très français, d'avoir peut-être des gens qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, qui ont effectivement d'autres biais, d'autres erreurs que les vôtres, pour collectivement vous aider à en fait mieux décider. Donc on est d'accord qu'on ne parle pas d'humanisme, on parle uniquement de performance, n'est-ce pas ? Vous ne vous intéressez pas à cette notion d'égalité par simple acte de charité gratuite. Alors ça, c'est un sujet de débat régulier. Je crois que c'est que la parité, l'égalité homme-femme à tous les niveaux, notamment au niveau de direction, c'est un impératif moral. C'est un enjeu de société, ça devrait être évident. Maintenant, si c'était évident, on n'aurait même plus le sujet, on ne serait pas en train d'en débattre aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas évident pour tout le monde, ça veut dire que les organisations ont beaucoup d'inertie, et je crois que les législations sont nécessaires pour accélérer le mouvement. Maintenant, mon sujet récurrent, sur ce cas-là comme sur plein d'autres sujets, c'est comment est-ce qu'on arrive à parler aux gens qui ne pensent pas comme vous ? Comment est-ce que j'arrive à parler à des dirigeants qui ne sont pas convaincus, qui devraient s'entourer de plus de femmes dans un univers très masculin, d'avoir un board égalitaire et paritaire ? Et je pense que l'axe de l'efficacité, notamment économique, la performance, finalement, des décisions prises, est un axe potentiel d'accélération de la parité. Vous l'avez testé auprès de quels dirigeants, par exemple ? Cet argument de performance ? Ça fait maintenant 5 ans que je monte des comités stratégiques avec ma société, avec WeBoard.
L'argument depuis le départ était celui de vous êtes confronté à un problème stratégique ou à un cas critique. Si vous vous débrouillez très bien, vous n'auriez besoin de personne et vous décideriez tout seul. Et donc en fait, pour vous aider à ne pas refaire les mêmes erreurs que les autres, entourez-vous de gens qui sont passés par là avant vous, par des gens qui ont d'autres expériences que les vôtres, qui peuvent complémenter finalement votre regard. Donc j'ai peut-être un biais, dans le sens où les entreprises qui travaillent avec moi et avec qui je travaille ont peut-être déjà accepté l'idée que d'avoir quelqu'un qui a une autre expérience que la leur peut être utile. Alors parlons justement de comment est-ce que vous mettez les choses en place pour pouvoir être partenaire dans cette volonté de parité des boards. Donc qu'est-ce que vous faites exactement justement dans WeBoard pour aider à pouvoir avoir plus de femmes dans les boards? Donc en 2 mots, je crée en fait des comités stratégiques temporaires souvent. Donc je n'installe pas des gouvernances permanentes sur des années entières, mais c'est vraiment, je mets en place des collectifs qui aident les dirigeants à passer des caps critiques. Donc ce serait quoi? C'est des mini-boards qui viennent pour pouvoir être comme des consultants extérieurs au board qui est de l'ordre de la gouvernance. On pourrait dire ça. En fait, l'idée, ça avait été initialement, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'importer en France ce que les anglo-saxons font déjà très bien, qui est en fait les advisory boards. Donc c'est créer des comités stratégiques externes, composés de personnes souvent en poste. C'est notre spécificité, avec une expérience internationale, avec des gens qui sont dans d'autres entreprises. Dans certains advisory boards que j'ai créés, il y a des gens qui sont dans l'univers du luxe et qui travaillent dans l'univers du bâtiment, et qui sont hyper heureux parce que ça les sort aussi de leurs propres univers, ça leur permet de réfléchir et de se poser les questions différemment, donc c'est utile en plus pour tout le monde autour de la table. Et depuis le début, j'ai toujours eu cet axe de la diversité des profils et des parcours vous aidera à prendre des meilleures décisions sur la base de ce que je disais sur les biais cognitifs. Et donc la diversité, c'est diversité de genre, diversité de parcours, de profil, parfois d'international. Je parle souvent aussi de diversité en fait pertinente en fonction de l'enjeu. Par contre, la parité, c'est nécessaire à chaque fois. Ensuite, c'est pas toujours évident. J'ai aussi eu des ratés. C'est-à-dire que quand je présente un certain nombre de profils bien équilibrés, hommes-femmes, sur les parcours, ensuite les gens se rencontrent. Il est important en fait, pour qu'un collectif fonctionne bien, il est important qu'il y ait une bonne gestion de la tension créative entre la familiarité, c'est-à-dire des gens qui se comprennent, qui ont des points communs entre eux, et la différence, c'est ce qui amènera l'enrichissement des débats. La familiarité, c'est ce qui vous permet de travailler les uns avec les autres et au moins d'arriver déjà à avancer. Et j'ai eu comme ça monter déjà un certain nombre d'advisor boards avec la diversité, notamment hommes-femmes et tout. Et quand je parlais de rater, l'un des cas, c'était un advisor board où à l'arrivée, 4 personnes, hommes-femmes, à peu près équilibrés, je suis tout content. Et en fait, c'est a posteriori que j'ai pris conscience qu'ils avaient tous fait HEC. L'exec MBA ou l'école ou d'autres. Mais en fait, le point de familiarité, ce qui faisait qu'ils arrivaient à se parler, à se comprendre, c'était finalement les mêmes études. En revanche, les secteurs, les genres, en effet, étaient différents. Donc la diversité, c'est quelque chose de complexe qui n'est jamais totalement acquis. Le plus simple, quelque part, j'ai envie de dire de l'extérieur, c'est effectivement les questions de parité, qui sont à la fois à nouveau un enjeu majeur de morale, mais aussi c'est effectivement l'élément le plus visible qu'on peut gérer. Alors comment vous sélectionnez les femmes pour faire partie justement de ces advisory boards? Est-ce que vous appelez les personnes, comment dirais-je, sans même qu'elles soient au courant de WeBoard? Est-ce que vous avez déjà un vivier de personnes qui vous ont dit je suis disponible et intéressée pour éventuellement faire partie d'advisory board? Est-ce que vous travaillez essentiellement avec des personnes qui ont du temps? Je pense à des personnes peut-être retraitées. Comment vous faites appel à des femmes? Quand j'ai créé ma société au début, donc j'ai un vivier aujourd'hui de plusieurs centaines de potentiels advisors partout dans le monde. Mais quand je l'ai créé, c'était au début très masculin. C'est-à-dire que les premiers qui levaient la main, c'était les hommes qui disaient « Ah, génial, j'aimerais bien être dans un board ». J'en avais beaucoup qui préparaient leur retraite. J'aimerais bien être à la retraite avec une belle fonction d'administrateur. Et donc j'ai dû pas mal travailler et aller chercher des gens. Donc ce sont principalement des dirigeantes et des dirigeants en poste dans d'autres entreprises. Parce qu'en fait, un élément aussi essentiel d'une bonne gouvernance, c'est d'éviter évidemment les conflits d'intérêts. Donc je m'assure de ne pas avoir des gens d'un secteur qui travaillent directement pour quelqu'un de l'univers trop proche. En plus du fait que, à nouveau, je reviens sur la diversité, se poser des questions dans un univers peut servir à identifier des angles morts sur la question du dirigeant qui a monté son board. Donc j'ai aujourd'hui un vivier de plusieurs centaines de personnes qui est très équilibré. Là, on est à... Quand je dis très, c'est-à-dire que je pense que j'ai même dépassé une petite majorité de femmes. En fait, je dois être à 55%, je crois, au dernier pointage, de femmes dans le vivier. Mais je vais également aller chercher parfois des profils extérieurs directement. Ça m'arrive de faire de l'approche directe pour compléter. Je parlais de la diversité du board. Donc en fait, j'essaye d'avoir des profils qui sont complémentaires les uns des autres, différents, mais en cherchant toujours aussi des ponts entre les personnes pour qu'ils arrivent demain à travailler ensemble, pour qu'il y ait des petites étincelles qui puissent fonctionner. Donc c'est toujours cette tension, diversité et familiarité qui fait que
je m'appuie sur le vivier et ça m'arrive d'aller chercher des profils supplémentaires par ailleurs. Alors, il faut convaincre un peu plus parfois les femmes, celles que j'approche, que les hommes qui, comme je le mentionnais tout à l'heure, sont déjà en général assez acquis à l'idée. Alors, quelles sont les réticences que les femmes ont pour faire partie des boards lorsque vous les approchez ? La première réponse qui me venait, c'était la question du pourquoi moi. Est-ce que j'aurais quelque chose à apporter, effectivement Et donc mon discours, pour elles comme pour les hommes, en fait, pour tout le monde, c'est souvent cette histoire que, en fait, votre parcours fait votre singularité. Et ce qui est intéressant dans le collectif que l'on crée, c'est la singularité de chacun va enrichir l'intelligence collective et le groupe qui est réuni. Et donc, en fait, c'est justement ce qu'elles ont fait, et non pas l'expertise qu'elles pensent ne pas avoir, qui, dans certains cas, qui est intéressante. Donc, il y a effectivement un peu ce syndrome d'imposteur qui apparaît de temps à autre. Je l'ai aussi dans l'autre sens, quand des gens viennent m'approcher, notamment des dirigeantes qui envisagent de devenir administratrices et qui se demandent comment faire et est-ce qu'elles auraient les qualifications requises. Et donc là, vous leur proposez du coaching ? Prendre confiance en soi, ça peut venir de plein de manières différentes. Pour moi, la plupart des gens ont déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir rejoindre des boards parce qu'ils ont un parcours, ils ont une expérience intéressante. Ce qui est important et nécessaire, c'est d'avoir quand même cette humilité de se dire qu'on ne sait pas tout et cette capacité ensuite à poser des questions et à dire je ne sais pas. Donc il n'y a pas de questions bêtes généralement, mais le point unique et je pense central qui est vraiment important, c'est de savoir poser les questions ou d'arriver ou d'oser poser des questions sur des sujets qui sont en dehors de sa ligne de nage. Est-ce que dans les advisory boards que vous mettez en place, vous avez une méthodologie, je pense par exemple en termes de communication, pour être sûr que tout le monde communique au même niveau ? On voit très souvent que lorsque des femmes rentrent dans des boards, elles n'ont pas forcément la même capacité à pouvoir prendre la parole, ou en tout cas la même capacité à être entendues en termes de prise de parole. Est-ce que vous avez mis en place un certain système de méthodologie au niveau de la communication, ou alors vous laissez les choses faire ? J'ai petit à petit mis en place, donc au début j'ai aussi appris des premiers advisory boards créés. Il y a deux choses, il y a en amont, il y a toute une partie qu'on a appelée jusqu'à l'onboarding en fait, qui fait que tout le monde arrive à un niveau d'information à peu près équivalent. Le point important c'est que je crée des collectifs, tout le monde arrive au même moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui arrive toute seule 1 an, 2 ans après et qui aura un niveau d'information moindre que les advisors précédents, que les advisors ou administrateurs précédents. Donc il y a tout un travail de mise en place de l'embarquement, donc de l'onboarding initial, pour que la communication se fasse bien. J'en ai pas parlé, mais précédemment, dans le processus de sélection, donc il y a cette phase où les gens ont un parcours qui peut être intéressant à partager, mais il y a aussi toute une partie de fit personnel qui est importante. Donc en fait, on travaille aussi avec le dirigeant et les dirigeants, les cofondateurs dans certains cas, sur le fit personnel qu'il peut y avoir entre les advisors et eux. Et je m'assure vraiment que si tout le monde travaille ensemble, c'est que tout le monde était volontaire. Donc c'est autant les dirigeants qui choisissent les advisors dans un advisory board que l'inverse, que les advisors qui disent j'ai envie de travailler avec ces gens-là, j'adore leur projet, j'ai envie de participer et d'y contribuer. La motivation numéro 1 de toutes les personnes qui sont dans mon vivier aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui ont envie de transmettre et de partager. Donc je m'assure de ce point-là qu'il y a déjà un fit personnel aussi. Ensuite pour la communication, donc ça c'est le premier niveau. Ensuite la communication au fur et à mesure d'un board, ça nécessite effectivement de la préparation en amont des dirigeants, pour être clair sur ce qu'ils leur demandent, ce qu'ils demandent aux advisors. Les problèmes récurrents en fait, dans les boards, c'est qu'on ne sait pas trop quelle posture adopter parce qu'on ne sait pas ce qui est attendu. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui vont essayer de poser des questions sur la virgule de la slide 18 de la présentation pour donner l'impression qu'ils ont lu ou qu'ils sont pertinents sur le sujet. Moi, je fais plus travailler les dirigeants en amont pour qu'ils soient clairs sur ce qu'eux attendent de leur advisory board. Comme ça, les advisors, dans l'autre sens, peuvent effectivement débattre, poser des questions, échanger. Et donc, il s'agit effectivement de structurer un peu les choses. Et dans mes j'ai 2 services, globalement. Un qui est la constitution des boards, des advisory boards, et je peux laisser les dirigeants. Mais effectivement, on me demande de plus en plus d'aider à préparer et d'animer, en fait, dans certains cas, certains boards, de façon à ce que ce soit structuré. Et je m'assure que la parole tourne bien. C'est ça. Que, que tout le monde ait l'occasion de poser la question. Donc, en fait, je structure assez les agendas pour que les temps de parole soient... Il y a un retour sur investissement de temps. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important au niveau board. Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est les process, la méthodologie, donc tous ces trucs qui peuvent être perçus comme anti-sexy au possible. En fait, si c'est bien organisé, ça finit par s'oublier un petit peu et apparaît alors la magie des relations humaines. Et en fait, ce que je trouve incroyable à chaque fois que j'organise, que je participe à ces boards, je participe en extérieur. Je ne suis jamais moi-même dans les boards que j'organise, que je crée, pour vraiment garder aussi justement la possibilité d'être tiers auprès des advisors comme des dirigeants.
Mais il y a toujours à ce moment-là une sorte de magie qui se crée, en fait, lorsque l'organisation est bien faite. À ce moment-là, il y a juste les connexions humaines. Et ce qui est formidable, c'est que c'est là où on voit que d'être différent, d'avoir sa singularité, donc d'être plutôt une ou quelques femmes dans un univers qui est perçu comme plutôt masculin, peut apporter énormément de valeur également dans les réflexions et ensuite dans les prises de décision des dirigeants. Alors, vous avez également une des possibilités d'intervention, on va dire, dans un contexte un peu plus large pour essayer de convaincre d'autres hommes de se rallier à votre cause. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a pu rencontrer la personne qui nous a mis en contact. On la salue, c'est Stéphanie Fortier qui fait un travail remarquable à HEC au féminin. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Elle est formidable, elle embarque déjà plein de gens. En fait, Stéphanie m'a embarqué aussi au bureau de HEC au féminin, qui s'appelle maintenant HEC Women Men, qui s'est aussi ouvert à la diversité il y a un peu plus d'1 an. Donc nous sommes 3 hommes dans le bureau de cette association et 12 femmes. Alors c'est pas trop difficile d'être minorité ? Il y a plein de choses que je comprenais intellectuellement, qu'une fois qu'on les vit, c'est très intéressant de le vivre autrement aussi. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, on va dire ? J'ai commencé par ne rien dire pendant pas mal de temps, le temps d'écouter, de regarder, justement. Je me méfiais de tout ce qui était du solutionnisme ou une approche de type, on va dire, mansplaining. Donc j'ai d'abord surtout été attentif à ce qui se passait et proposé de l'aide ou du soutien sur des projets au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Ce qui m'avait motivé à rejoindre à la proposition de Stéphanie, ce qui m'avait motivé à rejoindre le bureau d'HEC au féminin, Women Men, c'était justement sur les questions de diversité dans la gouvernance. Donc notamment, évidemment, de parité dans les boards. Où il y a, malgré la loi, c'est une bonne chose qu'elle soit arrivée, elle a permis d'accélérer les choses et de faire avancer un processus qui, tout seul, aurait sans doute mis 300 ans en France, je crois, d'après ce que j'avais lu, pour arriver à la parité. Mais au-delà de ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à embarquer à tous les niveaux, et notamment aussi, effectivement, des hommes ou des femmes, mais des hommes peut-être plus réticents par ailleurs, leur montrer qu'il y a un réel bénéfice aussi pour eux à s'entourer de gens différents et à s'entourer notamment aussi d'univers plus féminisés dans leur prise de décision, dans leur board, dans leur comité exécutif, dans leur environnement en tout cas. Est-ce que vous avez des idées de process qui ont été mis en place dans des entreprises par des hommes pour pouvoir favoriser cette mixité au niveau des boards ? Est-ce que par exemple, plus de transparence dans les offres de candidature pour les boards, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant et qui permettrait surtout d'avoir cette capacité de diversité et de féminisation des boards. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des solutions ? Ou est-ce que vous-même, vous avez pu assister en fait à des actes de mentorat que les hommes peuvent faire pour, on va dire, pousser la parité dans un cadre de board ? J'ai pu constater qu'il était intéressant. En fait, les changements de comportement se faisaient lorsqu'effectivement des hommes s'impliquaient de façon très concrète, notamment dans du mentorat. Mentorat de jeunes femmes dans leur entreprise. C'est lorsqu'il y a des mentors de seniors vers des juniors, par exemple, ou des systèmes aussi de reverse mentoring qui peuvent exister. Mais par exemple, effectivement, ils sont confrontés en fait à des problématiques concrètes que peuvent rencontrer leurs mentorés, donc les jeunes femmes. C'est un sujet qui permet aussi parfois de relancer la réflexion sur leurs propres actions, par ailleurs. Donc moi, je suis assez favorable à 2 axes qui sont, la transparence, effectivement, donc les pourcentages hommes-femmes aux différents niveaux ou aux répartitions d'augmentation salariale, par exemple, ou des sujets comme ça. Et de l'autre côté, il y a des engagements concrets sur le terrain au fur et à mesure, c'est-à-dire que les grands changements se feront par la multiplicité, selon moi, de plus petites actions. Notamment, effectivement, le mentorat, notamment mettre en place des collectifs, notamment, je pense à certaines personnes que je connais qui refusent de siéger dans les panels, donc des tables rondes, s'ils découvrent qu'ils sont faites que des hommes, sur un sujet où il n'y a pas de raison valable, et en fait, il n'y a que des messieurs autour de la table. Ça peut nécessiter, ça c'est plus des actions dans ce cas-là un peu plus visibles, mais effectivement, c'est ce genre de choses par plein de petites actions qui permettent de faire changer les choses. Est-ce que le fait d'avoir été actif dans ces questions-là d'égalité vous a coupé d'un certain noyau masculin avec une certaine idée de club, une certaine idée d'entre-soi. Est-ce que vous avez eu l'impression, en fait, qu'en rejoignant un côté, vous vous étiez mis de côté pour un autre ? Je le ressens différemment. Je le pense pas fondamentalement, parce que je me perçois comme quelqu'un qui crée des ponts entre plein d'univers. Et j'adore être dans plein de réseaux d'univers différents.
et de créer les ponts entre ces univers-là. Donc ça ne me coupe pas en fait, ça m'a juste enrichi d'une perspective supplémentaire sans me couper d'autres perspectives. Donc personne n'est venu vous dire que vous aviez tort, vous étiez tombé sur la tête et que vous n'aviez aucun intérêt à essayer de rejoindre le camp ennemi. Franchement, s'ils l'ont pensé, en tout cas, ils ne sont pas venus me le dire. Mais c'est pour ça, à nouveau, que, pour revenir à un point qu'on a mentionné tout à l'heure, que mon action principale, elle est celle de « Attendez, c'est efficace, c'est pertinent pour vous ». En fait, c'est pas histoire de ramener... La problématique principale de la féminisation, une problématique de féminisation dans les boards, c'est qu'il y a une vision trop souvent malthusienne. C'est-à-dire qu'il y a tant de postes d'administrateurs dans les entreprises de SBF 120, s'il y a plus de femmes, c'est qu'il y aura moins d'hommes. Et c'est vrai que j'ai un certain nombre d'hommes qui m'ont contacté aussi, qui veulent devenir administrateurs ou advisors, donc ils me contactent comme d'autres candidats, et qui me disent « Ah oui, mais alors comme je suis un homme, en plus là maintenant j'ai moins de possibilités ». Et en fait, je pense qu'une réponse à cela, c'est en fait de multiplier les opportunités. C'est-à-dire, il y a effectivement les entreprises du SBF 120, mais il y a toutes les PME, les ETI, il y a plein d'opportunités aussi, déjà de board où il peut y avoir effectivement une plus grande féminisation, mais il y a plein de collectifs en fait, auxquels on n'a même pas accès, sur lesquels, en gros, plus il y a de board, plus il y a d'advisory board, plus il y a d'opportunités pour tout le monde, si je résume. Donc en fait, plutôt qu'une vision malthusienne, je dis plutôt, non seulement c'est efficace d'avoir des gens différents de vous, mais en plus, il y a plein d'autres occasions dans lesquelles on peut s'engager. Et je parle des entreprises, on peut encore ajouter l'univers de la philanthropie. Ça fait quelques années que j'accompagne des acteurs de la philanthropie sur les questions de gouvernance dans la philanthropie. Je suis partenaire du Philanthrolab qui s'est ouvert en 2020 sur le sujet. Il y a tout un enjeu aussi de professionnalisation, pas tant de féminisation, mais de professionnalisation des organes de gouvernance. Et là, pour le coup, c'est souvent féminin. Donc là, messieurs, on a besoin de beaucoup d'administrateurs dans les associations, dans les fondations, les fonds de dotation. Et ça peut être des fondations d'entreprise, ça peut être des fonds de dotation, ça peut être très économique aussi, ça peut être effectivement très philanthropique, ça peut être sur des engagements personnels. Donc je pousse aussi les gens à aller explorer au-delà, les hommes comme les femmes d'ailleurs. On s'est rendu compte que beaucoup d'hommes s'engageaient auprès de tout ce qui touche aux droits des femmes une fois qu'ils ont une fille. Est-ce que vous confirmez ça ? Je confirme que j'ai bien une fille, oui, qui est adolescente. Je ne le savais pas. Je confirme que je ne le savais pas. Je me suis jamais vraiment posé la question si les deux étaient concomitants. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas eu la réflexion sur quand ma fille rentrera dans le monde du travail, quel monde lui laissera-t-on, donc est-ce qu'il faut que je m'engage ? C'est pas comme ça que je l'ai perçu, ou en tout cas pas consciemment. Par contre, je remarque qu'effectivement, pour beaucoup de dirigeants, c'est quand il y a un cas concret en fait qui change. Et effectivement sur la féminisation, mais j'ai pu le constater, j'ai travaillé dans la communication pendant longtemps, c'était aussi les dirigeants comprenaient qu'il fallait investir de la publicité sur les radios dans les années 80 quand ils constataient que leurs enfants écoutaient des radios FM qu'eux ne connaissaient pas. Donc c'est souvent effectivement des cas concrets, et je crois avoir lu pas mal de fois que pour le changement climatique, c'est aussi quand les gens sont confrontés personnellement au sujet qu'ils changent beaucoup plus. Mais j'ose espérer qu'il y a aussi d'autres méthodes, parce que si on n'attend que les approches purement égoïstes de chacun qui est confronté à son propre sujet pour changer, ça risque d'être long dans certains cas. Ça risque d'être long, oui, effectivement, ça continue à être long. Merci beaucoup, Bruno Kaufmann, d'avoir été avec nous au micro de Women on Board. Peut-être un dernier mot pour essayer de profiter du fait que vous soyez un homme et que vous ayez la parole sur ce sujet qui semble aujourd'hui encore divisé. Comme je crois beaucoup aux petites actions qui peuvent démarrer des grands résultats par la suite, j'ai envie de m'adresser plutôt à celles et ceux qui sont peut-être encore dubitatifs, en disant mais pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire ? C'est commencer par lire juste le livre d'Olivier Sibony. Vous allez commettre une terrible erreur, en tout cas pour les dirigeants économiques, et vous verrez qu'effectivement vous gagnerez à vous entourer de gens qui ne pensent pas comme vous, qui voient les choses différemment de vous, qui font d'autres erreurs que les vôtres, pour qu'ensemble vous réussissiez bien mieux. Donc commencez déjà peut-être, c'est peut-être le seul conseil que j'oserais donner à quelqu'un. Donc vous allez commettre une terrible erreur de ne pas mettre des femmes dans vos boards. Messieurs, merci beaucoup pour ce très beau témoignage, Bruno Kaufmann. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.